je m'appelle Aude Fontenay-Lambert, je suis étudiante graduée et cet été, je fais un stage en apprentissage machine et neurosciences computationnelles. D'habitude, quand je dis ça aux gens, apprentissage machine, ça passe bien. Neurosciences, les gens commencent à se gratter un peu la tête. Oui, il y a des maths dans tout dans la vie, mais est-ce que tu peux vraiment faire des études en tant que mathématicien en neurosciences ou même faire une carrière là-dedans? Fait que j'étais un peu tannée de répondre à tout le monde, fait que j'ai décidé de faire une conférence, comme ça j'aurais juste un lien à leur donner la prochaine fois. Mais plus sérieusement, c'est encore le début de l'été, fait que je me suis dit, au lieu de vous présenter les 2 lignes que j'ai écrites, j'allais peut-être vous présenter un peu plus l'histoire de la neuroscience computationnelle. J'ai passé à travers 3 papiers qui sont très intéressants, qui ont des applications mathématiques un peu plus complexes et intéressantes pour nous mathématiciens. Puis à la fin, je parlerai un petit peu de qu'est-ce que je fais moi comme étude cet été, puis en général dans la vie. Alors, on va commencer par un petit rappel sur les neurones, juste au cas où, parce que je pense que c'est loin pour beaucoup de monde. Un neurone, c'est fait en grande partie du soma, ou le corps du neurone, puis l'axone. En général, le neurone va recevoir des informations des autres neurones à travers ses dendrites ou son corps. Il reçoit des informations sous forme de spikes qui sont soit excitateurs ou inhibiteurs. Et si durant un certain laps de temps, le neurone reçoit assez d'excitation, il va lui-même créer un spike d'électricité qui va traverser son axone et se transmettre au prochain neurone. Ici, juste une image à peu près, ça a l'air de quoi une activité de neurone. Donc, vous voyez qu'au début, elle est au repos. Puis ici, vous avez 2 spikes successifs. Je vais juste vous montrer ici, en fait, qu'un spike peut être représenté comme un point dans le temps. On peut considérer qu'il est ponctuel pour nos modèles qu'on va voir aujourd'hui. OK, avec un petit overview de c'est quoi la neuroscience computationnelle. En gros, la neuroscience computationnelle est arrivée au début du 20e siècle à peu près. Excusez-moi. Parce que la neuroscience devenait de plus en plus complexe, les modèles devenaient mathématiquement très compliqués. Donc, la neuroscience computationnelle est un peu cette espèce de mélange de neurosciences, mathématiques et informatique qui permet de répondre à ces questions de neurosciences dont les modèles sont très complexes. Donc, c'est à la base très multidisciplinaire. On a 2 types d'études en général. Tu as des études qui vont être in vitro, où est-ce que tu vas avoir des données de systèmes biologiques, puis après tu vas utiliser des méthodes mathématiques et informatiques pour retirer de l'information, puis comprendre un peu comment est-ce que les neurones fonctionnent à un niveau plus fondamental. Et le deuxième type, ça va être plus une approche mathématique, où est-ce que tu modélises selon tes hypothèses sur le fonctionnement des neurones. Tu vas modéliser un système, tu vas observer ce système-là en utilisant des outils mathématiques, puis après tu vas essayer de soit confirmer, de comparer avec certaines observations qui ont déjà été faites sur des systèmes biologiques, ou de faire des nouvelles hypothèses sur des choses qu'on pourrait observer dans des systèmes biologiques. Certaines des théories mathématiques qui sont souvent utilisées en neurologie computationnelle, c'est surtout les systèmes dynamiques et la théorie de l'information. Donc, système dynamique, c'est n'importe quel système qui évolue dans le temps selon des fonctions différentielles. Théorie de l'information, c'est des façons de caractériser combien d'informations se trouvent dans un système et comment est-ce que cette information-là se modifie dans le temps. Mais évidemment, il y a aussi plein d'autres trucs qui sont utilisés en neurosciences computationnelles. Juste, admettons, les probabilités sont souvent utilisées, l'analyse harmonique, analyse de Fourier par exemple, toutes sortes de choses. Donc, il y a vraiment beaucoup de mathématiques très intéressantes qu'on peut faire en tant que mathématicien dans le domaine. Comme je vous dis, c'est à peu près apparu au milieu du 20e siècle, mais les racines datent en fait de plus de 100 ans. Avec les modèles Integrate and Fire des neurones. Fait que tranquillement, les modèles depuis le début des années 1900 devenaient de plus en plus compliqués. C'est vers le milieu du siècle que l'informatique et les mathématiques sont vraiment rentrées là-dedans.
Premier article que je vais vous présenter, c'est par Huxley et Hodgkin. C'est l'article qui est considéré comme étant le premier dans le domaine. Et d'ailleurs, pour cet article-là, ils ont gagné un prix Nobel. Fait que j'ai mis leur face parce que je les avais, puis pourquoi pas. Ça s'appelle A Quantitative Description of Membrane Current and its Application to Conduction and Excitation in Nerves, ce qui est vraiment plate et difficile à souvenir, donc je voulais sous-titrer où des calmars sont disséqués pour la science. Je pensais que ça allait être plus facile à souvenir. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le superaxone des calmars, qui est un type de neurone spécialisé chez les calmars qui leur permet de contrôler l'expulsion d'eau de façon très rapide. Et cet axone-là est spécial parce qu'il peut faire jusqu'à 1 à 2 mm de diamètre, donc très gros, ce qui nous permet, avec les outils de l'époque, vers 1950, de pouvoir faire des mesures très précises et très complexes sur ces neurones-là. Publié en 1952, prix Nobel de 1963, comme je l'ai dit. Alors, voici le modèle mathématique avec lequel il est arrivé. Ils sont arrivés les deux ensemble. C'est surtout les deux en haut qui sont importants. Fait que si vous voyez, c'est une équation de la forme double dérivée par rapport à x est égal à la dérivée par rapport au temps plus une fonction. Si vous avez déjà travaillé avec un truc de genre-là, vous savez, c'est un petit peu désagréable parfois. C'est non linéaire, c'est souvent pas de réponse analytique comme dans ce cas-ci. Donc, généralement, ce que nous, on ferait aujourd'hui, c'est plugger ça dans un ordinateur puis l'intégrer de façon numérique. Mais si vous vous souvenez, c'est en 1952. Il n'y a pas d'ordinateur. Il vient juste d'apparaître. Monsieur Hodgkin et Huxley n'avaient pas encore accès à un ordinateur. Donc, ils ont tout fait à la main. C'est là un peu que vient entrer les mathématiques dans leur recherche. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu que leur équation pour un neurone ressemblait beaucoup à des équations pour la mécanique quantique, pour lesquelles des techniques d'intégration numérique ou itérative à la main avaient été développées il y a quelques années avant. Donc, ils ont pu se servir de ces méthodes-là pour calculer les valeurs des paramètres puis étudier un peu cette équation-là. C'est tout pour ce problème-là, mais on y reviendra plus tard à cette équation qui est très intéressante. Le deuxième que je voulais vous montrer, qui est un peu un autre type de recherche, comme je disais, il y en a deux types majeurs, c'est Trichromacy Opponent Colors Coding and Optimum Color Information Transmission in the Retina. L'idée ici, c'est qu'on veut étudier la rétine d'un être humain, mais on veut le faire à travers un modèle mathématique. Donc, on se base absolument pas sur les observations biologiques et on va voir si on peut retrouver le fonctionnement des neurones de la rétine en faisant simplement des assumptions mathématiques. Exactement comme j'ai dit. Alors, on va supposer que la représentation optimale de la lumière, l'information lumineuse qui rentre dans la rétine, est celle où est-ce qu'il va y avoir le moins de corrélation. Donc, on sait qu'on a à peu près 3 inputs de couleurs dans l'œil. Puis là, on se dit, OK, quel type de lumière chacun devrait représenter pour que le collage d'informations soit le plus pertinent possible, qu'on puisse avoir le plus d'informations. Et évidemment, c'est logiquement où est-ce qu'il va y avoir le moins de corrélation entre deux types de neurones. Right? Et ce qu'on peut utiliser, c'est là que les mathématiques entrent cette fois-ci, c'est le Principal Component Analysis, qui est un algorithme mathématique qui permet de trouver justement ces directions. Si tu as un espace en 3 dimensions, tu veux trouver une base où est-ce que chaque direction ne sera pas corrélée par rapport à l'information l'un l'autre. À partir de ça, on réussit à trouver 3 couleurs que devraient avoir théoriquement les cônes dans les yeux. Et on se rend compte que ces couleurs-là, en fait, sont très... ça fonctionne avec les observations qu'on a déjà de la façon dont la rétine fonctionne. Et c'est vraiment intéressant, en tout cas. C'est cool parce que tu pars d'absolument rien de biologique, puis tu retrouves, juste en optimisant le système,
que c'est comme ça que la rétine fonctionne. Ce qui est un peu logique. Donc, votre rétine est un système mathématique optimisé. Good to know. Et le dernier article que je voulais vous présenter, qui est peut-être un peu plus proche de ce que je fais moi-même, c'est Dynamics of Sparsely Connected Networks of Excitatory and Inhibitory Spiking Neurons. Alors, ici, on va reprendre un peu une version modifiée de ce qu'on avait au premier de Huxley et Hodgkin. Et on va essayer d'étudier ce système-là de façon plus analytique. Et pour ça, on va essayer de trouver leur bifurcation. Alors, une bifurcation, c'est un système dynamique qui est dépendant du temps et qui est dépendant de plusieurs paramètres. Pour certains paramètres, le système va agir d'une certaine façon. Par exemple, on peut penser à un pendule en physique qui va osciller d'un bord à l'autre, pendule parfait. Mais si on change un paramètre, on va parfois avoir des changements drastiques et soudains de la façon dont le système agit. Admettons, si tu augmentes assez l'énergie d'un pendule parfait, le pendule va se mettre à faire des cercles. Et c'est un peu ça qu'on cherche. Si on peut trouver ces bifurcations-là, en fait, on peut trouver des zones où on peut trouver comme les différents modes, puis on peut voir comment est-ce que des neurones très semblables dans différentes parties du cerveau vont être capables de encoder l'information de façon très différente et d'agir de façon très différente, comme on l'observe dans les faits. Alors ici, on a différents types de façon dont les neurones se comportent. Ici, on travaille en fait avec un réseau de neurones. Puis, on va avoir des synchronous ou asynchronous et regular ou irregular. Synchronous, ça va être quand tous les neurones vont spike en même temps. Alors que asynchronous, c'est tous les neurones spike de façon indépendante les unes des autres. Regular, c'est quand un seul neurone va spike de façon consistante, donc tu peux prédire la prochaine fois qu'il va spike. Et irregular, c'est quand tu ne peux pas prédire quand est-ce qu'il spike. Assez simple. Puis ici, on voit dans le fond pour différents D qui sont le délai entre le neurone présynaptique et postsynaptique. Donc, présynaptique, celui qui envoie l'information, et postsynaptique, celui qui reçoit l'information, pour différents D qui représentent ce délai-là. On va avoir ces différentes figures où est-ce que les lignes ici sont en fait les bifurcations. Puis, entre les lignes, vous pouvez voir la façon dont les différents où sont les différents modes de fonctionnement. Donc, ici, vous avez, sur l'axe des Y, c'est une mesure de combien est-ce que tu vas envoyer de pulse en input qui vient de l'extérieur du système. Puis, en bas, en G, t'avais quoi déjà en G? En tout cas, c'est cool. Right? quand tu sais pas quoi dire, ouais, c'est cool, right? Est-ce que vous avez des questions sur ce truc en particulier? Parce que c'est un peu genre... Je sais pas si ça a été clair. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non? Oui? C'est de réseau neuronal artificiel? Ouais, exactement. Puis, comment il était... Est-ce que les ponts ont été faits de façon aléatoire? Oui, il y en a... Ceux-là, je pense, ça n'a pas été entraîné, mais ils ont aussi travaillé avec des réseaux entraînés qui étaient entraînés avec comment ça s'appelle déjà? Celui Neurons that fire together, link together. Okay. Right. Dans le fond, c'est un type d'entraînement qui ne cherche pas à atteindre un certain but en particulier. C'est juste un entraînement qui renforce les connexions des neurones entre eux. Fait que c'est ça. Puis je passe vraiment rapidement à travers ce que je suis en train de dire. Fait que je m'excuse pour ça, mais... Fait qu'on va... oui? G, c'était pas une force quelconque?
Oui, c'est ça. Merci, on en avait parlé tantôt. G, c'est la force relative des connexions inhibitrices et excitatrices. Donc, combien est-ce que les neurones inhibitrices sont fortes par rapport aux neurones excitatrices? C'est ça qu'on avait dit. Fait que c'est ça, je vais vous parler un peu de moi, ma job dans tout ça, puis ce que je fais cet été, puis ce que je vais faire dans ma maîtrise à partir de l'automne prochain. Mes domaines d'intérêt, c'est surtout comment est-ce que l'information est représentée dans des réseaux récurrents ou profonds. Dans le fond, un système récurrent ou profond, tu as des représentations qui sont comme... à chaque couche, tu as une représentation, ou pour les systèmes récurrents, tu as une représentation à chaque time step. Représentation qui est comme la façon dont l'information est décrite par l'activité des neurones dans ton réseau artificiel. Et la question, c'est un peu, d'après la façon dont les neurones agissent, est-ce que tu peux déduire c'est quoi l'information qui est encodée à l'intérieur des neurones? Est-ce que tu peux déterminer genre quel type de patron représente quel input et quel output? Et aussi, comment est-ce que l'information d'une couche à l'autre va être modifiée? Pour ça, on utilise la théorie des systèmes dynamiques. Beaucoup d'informations est représentée avec des oscillations, donc on va utiliser beaucoup de choses de l'analyse analyse des oscillations, trucs de Fourier, tout ça. Je me demande aussi un peu comment est-ce que l'architecture d'un réseau influence la façon dont l'information est représentée. Ce qu'on a vu juste dans la question précédente, ça vient un peu lié avec ça. Dans le fond, dans le sens que, dépendamment de comment est-ce que ton réseau est connecté, puis la force des connexions, tes neurones ne vont pas agir de la même façon tout le temps. Et certaines façons pour les neurones d'agir va être plus utile pour faire certaines tâches ou faire d'autres tâches. Admettons, dans le cerveau, certaines parties du cerveau sont très différentes les unes des autres. Donc, admettons, la partie du cerveau qui s'occupe de la vision, les représentations sont ce qu'on appelle locales, c'est-à-dire que chaque neurone représente un truc précis. Un neurone va représenter un point de lumière ou une barre de lumière, et chaque neurone est un peu séparé, représente une information. Alors que, admettons, dans le cortex moteur, ça va être l'information dispersée. Donc, un neurone ne fait pas juste une chose, c'est des patrons de neurones qui vont représenter certains types d'actions. Donc, admettons, tu peux avoir des actions avec la main gauche et la main droite, et le même neurone va fire dans les deux cas, pas de la même façon nécessairement, pas avec le même patron, mais c'est beaucoup plus difficile à voir comment est-ce que l'information est représentée dans ce genre de système-là, qu'est-ce que chaque neurone représente, et comment est-ce qu'on peut, admettons, déterminer c'est quoi le mouvement par rapport aux patrons de neurones qui vont fire. D'autres questions, c'est exactement, là on se demande, ok, mais pourquoi est-ce que le cerveau est fait de même? Pourquoi est-ce que certaines tâches sont mieux faites pour être localisées? Pourquoi est-ce que d'autres tâches sont mieux faites pour être distribuées? Est-ce qu'on peut promouvoir certains de ces types de modélisation de l'information avec des réseaux de formes différentes, avec différentes façons d'entraîner le réseau? D'autres questions. Et comment est-ce que le réseau implémente les transformations nécessaires à la réalisation de la tâche, et comment est-ce que l'algorithme d'apprentissage permet d'arriver à cette solution? C'est un peu ce que j'ai fait l'été passé pour ceux qui ont vu, où est-ce que je cherchais comment est-ce que un réseau pouvait implémenter différentes tâches de mémoire. Et la question, c'est un peu, ok, mais à quoi ça ressemble la mémoire dans un réseau? Puis là, on voyait que certains types de mémoire étaient représentés avec des points fixes, admettons des attracteurs. Donc, dans un système dynamique, un attracteur, c'est un point où est-ce que si la dynamique se rapproche de ce point-là, il va rester coincé proche du point. Donc, c'est un type de mémoire à long terme, vu que tu restes dans le même état pendant une longue période de temps. Alors que d'autres types de mémoire qu'on étudiait utilisaient plutôt des rotations. Puis ça, c'était plus pour essayer de calculer le temps depuis qu'un événement s'était passé. Donc, on voit juste avec ce truc très, très simple que tu as besoin de différents
types de dynamiques pour encoder des trucs qui sont à la base semblables, ces deux types de mémoire, mais ils sont encodés très différemment. C'est un peu cette question-là de comment est-ce que le réseau fonctionne, pourquoi est-ce qu'il réussit, pourquoi est-ce qu'il utilise telle stratégie et comment est-ce que la façon dont on lui apprend la tâche va influencer ou ne pas influencer ses stratégies. Et je crois que... Oui, allez, viens en neurologie computationnelle. Fait que... je m'excuse, mais c'est déjà pas mal terminé. Mais en gros, j'espère qu'avec ces quelques exemples-là, j'ai pu vous montrer que les mathématiques en neuro, c'est vraiment cool. Ok, c'est pas juste rentrer des trucs dans Mathematica. Ok, il y a des vrais trucs à faire. Il y a des vrais théorèmes cool à découvrir puis à utiliser. Puis on a vraiment besoin de plus de mathématiciens en neurologie parce que les neurologues sont pas capables de différencier les gens. C'est vraiment triste. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Où est-ce que je l'ai mis? Oui, exactement. Fait que, comme je vous ai dit, ce que je faisais, c'est j'étudiais un peu la mémoire dans un système très simple. Puis, on s'intéressait à... Ah, il est ici, je pense. Ou alors... C'est ça? Non, c'est pas ça. OK. Ben en fait, j'ai cette affaire-là que je peux vous montrer. OK, come on. Tu vas être gentil avec moi. Tu vas t'ouvrir. OK. Here we go. Fait que c'est ça, j'étudiais des types de mémoire différents. Puis on avait un système, dans le fond, qui fonctionnait sur 3 channels. Donc 3 inputs, 3 outputs. Puis chaque input et output sont en paire. Et la tâche qu'on avait, c'est que tu voulais que ton réseau, il recevait dans les inputs des espèces de spikes très courts de 1 ou moins 1. Puis ce que tu voulais, c'est que ton réseau se souvienne pour chaque channel, c'était quoi la dernière input. Donc, il devait maintenir le plus 1 ou moins 1 jusqu'à ce qu'il reçoive une nouvelle information. Je m'excuse, là, j'ai de la misère. Allô? Peut-être que tu quittes l'autre présentation. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Là, ça va pour vous expliquer de même sans truc, mais là, il est vraiment gelé. Sinon, on a des craies. On a des craies! On a des craies. Ça aussi, on peut faire ça. Fait que je vais vous expliquer un peu mieux. On va éteindre le projecteur et on va remonter ça. Non, je vais éteindre le projecteur. Éteindre le projecteur. J'ai regardé le temps. Fait quoi? En gros, j'ai 3 channels. Admettons, j'ai mes inputs ici. Puis j'ai mes outputs ici. Puis là, j'ai comme 3 channels. Hey, c'est pas drôle. Puis, ce que je vais avoir dans mes inputs, c'est des spikes de plus 1 ou moins 1 à certains temps, etc. Ou plus 1, plus 1. Puis là, mon idée ici, c'est que mes outputs doivent se souvenir du dernier input, puis le maintenir. Fait que ça va être genre comme ça, puis comprenez le principe. Hein? En troisième, il y a rien. Excellent. C'est ça. C'était ça que je voulais dire, évidemment, bien sûr. Puis, en gros, on avait un système récurrent qui est assez commun dans le cerveau, surtout dans les tâches plus complexes, comme le cortex moteur. Il y a beaucoup de couches récurrentes. Puis, en gros, c'est quand tu as comme plusieurs neurones, puis elles sont toutes comme reliées entre elles.
Ce qui fait que l'information a le potentiel de rester coincée à l'intérieur. Et ces systèmes peuvent devenir très rapidement très complexes. C'est très difficile de voir comment est-ce que l'information est encodée dedans. Oui? Quand tu dis qu'il reste coincé à l'intérieur, c'est comme. Parce que l'information est comme dans un courant électrique, et là, le courant électrique part un qui va partir l'autre, qui va partir l'autre. Oui, exactement. Okay. Exactement. Okay. C'est ça. Fait que vous pouvez voir facilement comment ça peut devenir très complexe. En gros, je vais vous écrire rapidement soit S, l'état des neurones à un certain temps. On va voir que ça va être tangente hyperbolique pour chaque élément de W qui représente les connexions. Puis là, ça va être ST, puis là, ça va être ST-1. Puis tu vas avoir plus un autre truc avec le input. L'input on va souvent supposer qu'il y a 0 parce que ce qui nous intéresse, c'est la dynamique du système pendant que on n'a pas d'input. On veut savoir qu'est-ce qui se passe dans le réseau. Puis là, après, tu vas juste avoir ton output autenté qui est un H de W-out ST. Oui? Ok, une question. Là, ton ST, c'est comme un vecteur qui a autant de dimensions que Ouais. de neurones dans ton affaire. Oui, exactement. Puis ton W, c'est genre Une matrice. qui correspond à comme ton graphe que tu as là, genre une matrice d'adjacence de machin. Oui, ben en fait, ce qu'on avait, nous, c'était un densely connected, fait qu'on considère que tous les neurones sont connectés à tous les autres, mais ils sont connectés avec certaines forces. Puis ces forces-là peuvent être positives ou négatives. Oui, exactement, c'est la matrice de poids. Oui, c'est ça. C'est l'autre question que j'avais. Est-ce que là, Oui. quand tu parles de trucs récurrents, Oui. ton réseau, est-ce que c'est genre le Lego des chaînes Markov récurrentes? Genre, est-ce que c'est ce qui se passe? Ben, je pense pas, parce que comme elle dit qu'elle n'a pas d'état d'équilibre à long terme. À long terme, ça va comme cycler en plusieurs états. Ça va faire genre lui qui part lui. Ouais. Mais c'est possible, mais. Markov, être discrète, comme tu parles des chaînes récurrentes pour des gros cycles. Fait que ça, je me demandais. Peut-être que t'as pas fait de prostoc et t'as aucune idée de. Non, mais ça se peut, mais je ne l'ai pas étudié de ce point-là. J'ai plus étudié du point de vue que c'est un système dynamique. Où S est comme l'état du système dans un espace en très grande dimension. Right? Fait que c'est ça que je faisais. Puis là, c'est ça, la première question, c'était ça. Puis là, on n'avait pas de délai au début. Fait qu'on se demande, OK, comment est-ce que le réseau a réussi à faire ça? Mais ce que tu peux faire, c'est, dans le fond, ce que tu veux savoir, oui? Mais C'est correct. ça, c'est les équations d'un réseau récurrent normal. Ouais. Dans ce cas-là, si tu veux étudier le système dynamique, comment est-ce que tu établis les équations dynamiques? Ben, dans le fond, ton équation dynamique, ça va être ça ici. OK? La question, c'est comment est-ce que ton output ici est représenté dans ton système? Là, c'était en 100 dimensions. Fait que comment est-ce que tu représentes dans cette 100 dimensions-là? C'est quoi, genre, que tu as reçu? C'est quoi cette information-là? Ça représente quoi dans ton système? Right? Donc ça, c'est comme ton ST, c'est comme ton X' est égal à la fonction de... Ouais, ben, C'est défini par c'est ça, c'est une récurrence, en effet. Là, tu peux jouer avec pour avoir une espèce de ST-1, là, la différence. Oui. J'imagine que le poids que tu mets dans ta matrice W, ça provient ish de quelque chose qu'on a vu expérimentalement ou quelque chose comme ça. Les poids dans W, on les a entraînés. OK. Ouais, dans le fond, c'est ça. Ce qu'on s'intéressait, c'était le réseau qui est déjà entraîné. On veut savoir, après qu'il a été entraîné, comment est-ce qu'il implémente la tâche. Parce qu'on voit qu'il réussit à faire la tâche, mais on ne sait pas comment. Right? Puis c'est ça la question. On veut savoir comment est-ce que c'est représenté.
comment est-ce que le système arrive à se souvenir de ces affaires-là? Fait que pour la tâche de base, dans le fond, on l'avait... Ça, c'est un problème que j'ai pris d'un autre papier qui était très intéressant, de Susilo et Barak. Et je voulais d'abord, dans le fond, eux, ils utilisaient un réseau en temps continu. Puis ma première question, c'était est-ce que leurs observations dans le réseau continu, avec tel algorithme d'entraînement, est-ce que si moi j'utilise un système assez différent dans un temps qui est un temps discret, j'utilise une autre façon d'entraîner mon réseau, est-ce que le réseau va converger vers la même réponse? Right? Dans le fond, est-ce que les observations qui sont faites en temps continu se transfèrent bien au temps discret et vice-versa? Et turn out que oui! C'est exactement la même chose! Alors, comme on aurait pu deviner, en fait, si tu prends ton réseau en 100 dimensions puis tu cherches, OK, mais c'est qu'est-ce qu'il fait? OK, mais ce que tu vas trouver, c'est que c'est en 3 dimensions parce que tu as 3 channels. Ben, l'information est représentée surtout sur 3 dimensions. Et ce que tu vas voir dans ces 3 dimensions-là, ça va être une espèce de cube. Et si tu investigues ça... où est-ce que j'ai dit? Oh my God! C'est vraiment un SBSD. Oui. Ce que tu vas trouver, en fait, c'est que chacun de ces sommets-là, OK, représente un certain output. Fait que, admettons, lui, il va peut-être représenter le output moins 1, 1, puis 1. Puis celui qui est adjacent, il va représenter un output qui est adjacent à ça. Fait que peut-être qu'il va représenter moins 1, moins 1, 1. Oui, moins 1, 1, moins 1. Fait que c'est adjacent. Puis, dans le fond, cette face-là, mettons, ça va être moins 1 et 2 autres trucs. Fait que chaque dimension, chaque direction de ton cube représente un certain channel. Admettons ça. Puis que tu sois sur la face en haut ou en bas représente la valeur plus ou moins 1. Dans le fond, genre, tes données, mettons, que tu mets dans un graphe, ça devait ressembler à comme des clusters dans les coins, genre, comme plein de... Ouais, exactement. Fait que t'as genre plein de points. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste dessiné, dans le fond, la trajectoire de S de T dans ce sous-espace-là en 3 dimensions. Le sous-espace en 3 dimensions, on l'a trouvé, puis là, ça fait genre ça, mettons. Là, ça reste genre plusieurs moments ici, puis là, il reçoit un input, fait que là, il reste là, puis il reçoit un autre input, il va là, puis là, il reçoit un autre input, il va là. Fait que ça ressemble à cette espèce de gros moton d'activité autour des points avec des lignes qui passent d'un à l'autre. Puis ce sous-espace-là, dans le fond, on l'a trouvé en utilisant le même truc qu'on utilisait tantôt, qui est le Principal Component Analysis, mais ici on l'utilise pour une autre raison. Fait que si vous vous souvenez, la raison pour laquelle on l'utilisait tantôt, c'était pour trouver des dimensions qui étaient décorrélées. Ce qu'on fait pour le PCA, ben dans le fond, le PCA, ça qui fait, il donne les dimensions décorrélées, mais en plus, il va donner la variance comme classer des directions avec le plus de variance jusqu'aux dimensions qui ont le moins de variance. Fait que si tu prends juste les premières dimensions de ton PCA, ce que tu vas trouver, c'est l'espace avec le plus de variance. Puis justement, on voit que dans ce système-là, presque toute la variance est expliquée par les 3 premières dimensions. Ce qui veut dire que l'information est effectivement contenue dans ces 3 dimensions-là. OK? Fait que ça, c'était la première partie. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Parce que je vais effacer, puis on va passer à la deuxième partie de ma recherche. Good? Tout le monde? Oui? Juste, tu as mentionné dans l'article, c'est en temps continu. Ouais. Parce que là, c'est un cas discret. Ouais. Mais comment ils font pour programmer le cas? Intégration numérique. Okay. Fait que dans le fond, c'est la même affaire exactement. C'est juste qu'ils ont genre un mu ici là, qui leur donne genre la fraction de seconde qu'ils utilisent. Mais oui, c'est effectivement très semblable. Mais la différence évidemment, c'est que tu vas pas passer d'un à l'autre ici comme on sautait vraiment d'un point à l'autre, vu que c'est en temps discret. Alors que pour eux, ça va être une espèce de courbe qui va passer d'un à l'autre. En fait, eux, ils ont résolu des équatifs tout allé avec les équations d'inférence.
Ouais, ben ils les ont résolus. Voilà, ils l'ont foutu dans Mathematica puis ils ont demandé qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il prend une équation différentielle puis là il fait genre ok ça va être 7 Exactement, pas mal. Il n'y a pas de magie. Mais c'est quand même un peu différent dans le sens que tu sais le système va pas nécessairement agir de la même façon. Puis comme je dis ici, tu sais, en système continu, tu peux pas juste sauter d'un à l'autre. Quand je mets une ligne ici, c'est que tu as un point là, puis là le prochain point il est là. Fait que là tu mets une ligne entre les deux pour montrer qu'il est passé de là à là, mais il n'a jamais été entre les deux. La dynamique se trouve jamais, elle se trouve juste sur les coins dans le fond. Alors que pour un système en temps continu, tu vas voir la courbe qui vraiment fait le chemin d'un à l'autre. Puis oui, c'est très rapide si tu regardes dans le temps dans le temps, mais tu sais, tu vas quand même avoir des points entre. Puis, comme je dis, ça fait quelques différences quand même pour la façon dont le système agit. T'sais, admettons, nous, on aurait pu avoir un point fixe ici, mais si tu vas jamais proche du point fixe, ben, si tu vas jamais proche de l'attracteur, ben, tu vas pas être attiré, t'sais. Alors que eux, s'il y avait un attracteur, leur dynamique pourrait pas passer. Elle serait attirée au centre. Fait que oui, il y a quand même plus de contraintes quand ton système est continu. Mais on voit que naturellement, même si on a des façons de montrer le système qui sont très différentes, de l'architecture est différente, la façon de l'entraîner est très différente, on tombe quand même sur la même implémentation. Puis ça, c'est le fun parce que ça montre que tu as une certaine universalité. Ça montre que les choses qu'on utilise en machine learning qui sont en temps discret, puis les choses qu'on utilise en neurosciences computationnelles qui sont en temps continu, ben, tu peux faire des parallèles entre les deux. Puis c'est pas nécessairement tout qui va se transférer pour un à un, mais tu peux prendre des inspirations puis vérifier que ça fonctionne. Puis c'est vraiment le fun justement de pouvoir prendre ces deux grands fils-là puis pouvoir échanger de l'information. Puis ça, c'était un peu la première moitié du projet, c'était ça le but. C'était de montrer que oui, on peut avoir de l'information qui est partagée. Puis là, la deuxième partie du projet, OK, là, on a un type de mémoire, c'est la mémoire à long terme. La mémoire à long terme est implémentée par des points fixes. C'est normal, on veut que ta dynamique reste au même point tant qu'elle ne reçoit pas des inputs, right? Logique. Maintenant, ce qu'on va faire, on va lui demander, OK, mais là, on veut un deuxième type de mémoire. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle du sequential memory. On veut qu'il se souvienne un peu de combien de temps depuis qu'il a reçu telle information. Puis ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va juste shifter ça un peu. Right? Le target output, on va juste le shifter un peu. Puis la question, c'est, OK, maintenant, il y a cet espace-là ici. Il reçoit l'information, il va pas pouvoir faire comme avant puis juste skipper d'un point à l'autre. Maintenant, il faut qu'il trouve une façon de garder cette information-là en mémoire, de compter le nombre de temps depuis qu'il a reçu l'information et ensuite de faire le changement pour le output. Fait que c'est un autre type de mémoire, complètement. Puis là, je vous épargne les détails, mais en gros, ce qu'on a trouvé à la fin, c'était que ce type de mémoire-là est implémenté dans un sous-espace qui est orthogonal, évidemment, notre premier sous-espace. Le premier sous-espace, c'est encore là, à peu près intact. On a encore notre cube. Fait que ça, c'est notre sous-espace en 3 dimensions. Où est-ce qu'on a notre cube encore qui s'amuse là, il bouge pas. Ça, c'est... Ah, ça va bien. Voilà, OK. Mais orthogonalement à ça, là, mettons, ça, c'est notre séparatrice qui sépare nos trucs. Tu as des oscillations. Fait que quand il reçoit des inputs, tu vas avoir plusieurs oscillateurs qui vont osciller. Puis tu vas en avoir plusieurs qui vont être à différentes vitesses. Puis dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand tous ces oscillateurs-là, ils viennent comme... Ils arrivent à un certain moment où est-ce qu'ils synchronisent, mais ils vont créer une espèce de burst ici, comme on avait tantôt, qu'on utilisait le input pour nous switcher. Là, c'est ces oscillateurs-là ensemble qui, après un certain nombre de temps, qui dépendent de leur vitesse, mais ils synchronisent, puis là, ils vont faire changer. Fait que dans le fond, ça ici, ces oscillateurs-là, ça c'est la mémoire séquentielle. Puis c'est très intéressant parce que
Déjà, c'est des trucs qu'on avait observés un peu dans le cerveau humain. On sait que le cerveau humain a certains wave patterns, mettons. Puis on a déjà observé dans la mémoire qu'il y a ces espèces de patrons-là d'oscillation de neurones dans la mémoire. Puis là, on voit un peu la même affaire, c'est que ce type de mémoire-là a besoin d'avoir d'oscillation. Tu peux pas juste avoir des points fixes, tu peux pas juste avoir un endroit en particulier où est-ce que tu restes tout le temps. Tu as besoin de cette espèce de dynamique-là. Puis ce qui était un peu spécial aussi, c'est qu'on avait les deux sur le même système. Fait qu'on montrait comment est-ce que les deux pouvaient travailler ensemble pour accomplir une même tâche. Puis comment ils travaillent ensemble, c'est évidemment en étant sur des sous-espaces complètement séparés jusqu'au moment où l'information est transférée d'un à l'autre. J'imagine que selon la combinaison de tous tes oscillateurs que tu as, tu peux faire plein de délais différents. Ouais, exactement. C'est ça. Fait que ce serait une bonne question. Là, on avait juste un délai. On avait plusieurs systèmes avec plusieurs délais, mais chaque système avait juste un délai. Mais oui, tu peux apprendre à un réseau à faire des tâches qui impliquent plusieurs délais différents. Fait que genre choisir le sous-ensemble d'oscillateurs, genre le bon PPCM, ça va Pas mal, c'est une théorie qu'il faudrait tester, mais c'est une théorie qui semble assez logique. Peut-être qu'il y a même une étude qui a déjà été faite out there là-dessus. Oui? Juste une question plus genre métaphysique. Sure. Mais comme est-ce que c'est vraiment une forme de mémoire ou si c'est juste comme ralentir le temps qu'il y a entre l'input et l'output? Ouais, mais tu sais, c'est parce que c'est une mémoire. Oui, mais c'est la mémoire dans le sens qu'il se trompe jamais sur le time step. Il y a toujours le bon délai. Ouais. Fait que c'est quand même une tâche qui performe. Il est capable de me dire, tu sais, comme je disais, il y en avait plusieurs. Fait que mettons, j'en avais un, je disais, OK, mais fais un délai de 3 time steps. Il me donnait tout le temps un délai de 3 time steps, puis il allait jamais à 4 ou à 2. Celui que j'entraînais pour 5 time steps, puis il allait jamais à 6 ou à 4. Fait que c'est une tâche de mémoire dans ce sens-là que il y a vraiment une tâche à faire. Il faut vraiment qu'il compte le nombre de trucs, là. C'est pas juste un délai arbitraire. Mais pourrais-tu avoir, ok, là c'est comme out there, là, parce que présentement on n'a rien mis sur le troisième channel. Sur le? Le troisième channel, on a mis du flatline. Oui. Là je me demande, je pourrais-tu prendre comme, ok, mettons les deux premiers reçoivent des inputs plus un. Puis mon troisième channel, comme quand il reçoit un input, ça dit genre, ok, je veux que tu flippes l'output à la plus récente sur le channel. Ça existe, ouais. Là, si tu fais ça, plus, genre, moi dans ma tête, c'est plus comme dans la mémoire où, genre, à partir du moment où j'ai été interrogé, je suis capable de rappeler, mais je sais pas quand est-ce que je vais être interrogé. Genre, ça va venir d'un autre input. Parce que c'est juste comme, ça prend, tu sais, finalement, ce que tu as fait, c'est genre, j'ai ralenti ma machine d'un délai preset. Ouais. Mais ça, c'est ce que tu décris, en fait, c'est une autre tâche de mémoire complètement qui est aussi étudiée souvent dans le domaine, là. Il y a toutes sortes de trucs comme de tâches qui utilisent ce type de mémoire-là. Je l'ai pas étudié personnellement, mais c'est une bonne question. Bref. Mais ça se fait, mais c'est pas le même type de mémoire, tu sais. T'aurais d'autres dynamiques, mais ce type de mémoire-là existe aussi dans le cerveau, tu sais. Faut que tu saches que ça fait 3 secondes que tel événement est passé, là. Je sais pas comment dire, mais comme, admettons que t'es assis dans une salle pendant 1 minute, les humains sont très bons à dire, OK, ça fait 1 minute que je suis ici. Parce que t'as cette espèce de horloge interne-là qui run tout le temps. Puis c'est probablement, notre hypothèse, c'est que c'est à peu près comme ça que ça doit fonctionner. Tu as plusieurs sets de neurones qui oscillent à différentes fréquences différentes. Puis tu peux justement aller retirer certaines différences de temps dépendamment de comment elles sont reliées. OK. Mais c'est pas... C'est-à-dire que le feed, c'est pas qu'il s'est souvenu qu'il fallait qu'il fasse tel signal. Le feed, c'est surtout que il s'est souvenu qu'il fallait qu'il fasse à tel... Ouais, exactement. Dans ce sens-là,
C'est quand même la mémoire, elle arrive à des états de stabilité où est-ce qu'elle reste dans un coin. Mettons que quand tu hit un spike, ça reste bas pendant vraiment longtemps. C'est quand même une idée de mémoire avant que ça change. C'est quand même souvenu. Puis t'as aussi le délai avant de se souvenir. C'est ça, l'idée, c'est un peu de regarder comment est-ce que deux types de mémoire vont interagir dans le même système. Parce que ça, c'est déjà un type de mémoire qui avait été observé avant. Puis celui-là aussi a déjà été observé avant. Obviously, on l'a comme on l'a copié d'une autre étude, mais on l'a reproduit, on l'a validé, parce qu'on est des bons scientifiques qui valident les choses. Puis, dans le fond, c'est ça la question, c'était, si tu as ces deux trucs-là, comment est-ce qu'ils vont interagir? Puis, comme je dis, on a trouvé, ils sont implémentés sur des espaces qui sont perpendiculaires, puis ils peuvent travailler ensemble. Puis, ces deux mémoires-là peuvent cohabiter dans le même système, puis accomplir des tâches ensemble. Right? Cool. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Il nous reste encore du temps, je pense. 7 minutes. Ah ouais? S'il y a personne.